Bonjour à tous, bienvenue pour cette session autour de Xamarin et le cloud. Alors cette session sera beaucoup moins orientée sur le côté device, mais plus sur toute la partie qui est derrière, toute la partie back-end d'un développement mobile. Donc je suis Michel Hubert, le directeur technique de Selensa. Donc je ne suis pas expert Xamarin, donc si vous avez des questions sur Xamarin, ce sera plutôt Anthony. Moi je suis plutôt sur la partie expertise Azure. Donc je me présente, moi je m'appelle Anthony Canut, je suis donc, j'étais jusqu'à aujourd'hui Microsoft Xamarin Student Partner et je travaille aujourd'hui chez donc Selensa. Voilà. Donc en fait quand on développe une application mobile, alors certes il y a le côté device qu'on a vu tout à l'heure avec John et François, et encore plus ce matin, mais derrière il y a toute une partie back-end. Alors, généralement, si je fais une architecture un peu simpliste, d'ailleurs, j'aurai une architecture 3 tiers avec des API REST exposés à mon device. Derrière, une partie où j'aurai ma logique métier et du stockage, que ce soit du SQL, NoSQL, fichiers ou autre. Ça, c'est une architecture simplifiée d'une application mobile. Et ce qu'on remarque généralement, c'est que 80% de l'application mobile passe son temps à faire des appels REST pour aller lire de la donnée ou mettre à jour de la donnée. Quand on met en place une application mobile dans son entreprise, on va être confronté à 4 enjeux principaux. La disponibilité, la scalabilité, la performance et la sécurité. Pourquoi ces 4 enjeux? Parce que généralement, quand vous avez une application qui est sur un store, il est important qu'elle ne tombe pas en panne tous les matins parce que le service ne répond pas. Donc il est important d'avoir la disponibilité. Important aussi d'avoir la scalabilité, puisqu'on ne sait pas encore le nombre d'utilisateurs qu'il y aura à un instant T sur notre application. On maîtrise moins les nombres de users, surtout quand on fait une application de type B2C. Performance, puisqu'on est quand même face à des utilisateurs qui sont quand même très zappeurs. Donc si l'application mobile est très lente, parce que l'appel au service est très lent, ils vont très vite mettre une mauvaise note sur le store. Vous allez vous prendre un 1 sur 5, et voire ils vont quitter votre application pour aller chez une application concurrente. Et dernier point, la sécurité. Comment je fais pour accéder à mes données de mon entreprise de manière sécurisée? Puisque là, je ne maîtrise pas les devices qui sont en dehors de mon réseau et en dehors de mon domaine. Alors tout d'abord, rapidement la sécurité. Alors sécurité, on peut en parler des heures et des heures. Différents aspects à regarder. Sécurité dans le code, sécurité de l'infra, sécurité d'accès aux données, authentification. Là, on va tous se focaliser sur un aspect de la sécurité. C'est comment je rends disponibles mes services internes pour les applications mobiles, de manière sécurisée. Alors, très généralement, dans une entreprise plutôt, on va dire moderne, dans les années 2000, on lançait beaucoup de projets SOA. Donc, on a commencé à développer beaucoup de services internes avec un ESB et on a exposé les mainframes, on a exposé notre ERP, SAP ou autre. Mais tout ça reste au sein de l'entreprise. Donc, généralement, ces services SOAP n'ont pas été sécurisés, puisqu'on n'a pas le besoin de les sécuriser. Avec la mobilité, on va être confronté à de nouveaux enjeux, notamment l'enjeu de ce que j'appelle la dépérimétrisation du SI, c'est-à-dire comment rendre ces services exposables en dehors de mon SI. L'une des solutions, et il y en a plusieurs, l'une que propose Microsoft avec sa plateforme Azure, c'est des solutions d'API Management. Alors celle de Microsoft s'appelle API Management. Ils n'ont pas été très innovants sur le marketing. L'intérêt d'API Management, c'est de mettre en place une brique dans le cloud Azure qui va être capable d'exposer de manière sécurisée mes services internes. Soit directement, j'expose le service SOAP, ce qu'on va éviter dans le cadre d'une application mobile, soit des services REST internes. Si j'ai des services SOAP, API Management va être capable aussi de les convertir. Donc à la volée, sans réécrire mes services, faire de la conversion de SOAP vers REST, de XML vers JSON. Alors API Management propose plein de fonctionnalités intéressantes, fonctionnalités de cache, on verra ça tout à l'heure avec Anthony, de sécurité, d'authentification, permet aussi d'avoir un seul entrée unique pour les développeurs, peu importe où se trouve mon service. Donc même si je consomme des services qui sont des services tiers, le développeur il a un seul point d'entrée. Et en plus, API Management va permettre aussi de définir différentes offres. Et si j'expose ce service en dehors de mon SI,
je peux très bien mettre des offres où j'autorise les clients ou des développeurs à utiliser ce service, mais avec des quotas. Par exemple, il ne peut pas appeler mon service plus de 5 fois par minute, pour être sûr de ne pas pénaliser ma production. Donc grâce à API Management, je vais pouvoir exposer ces services en dehors de mon SI, et l'application mobile pourra s'authentifier et appeler ces services. Une petite démo, Anthony ? Alors tout d'abord, donc pour API Management, Azure donc, vous propose de créer ceci. Donc il n'y a pas à chercher bien loin. On va faire New, faire la recherche et récupérer API Management. Alors on va imaginer que je l'ai déjà créé parce que c'est assez long. Ça peut prendre un peu plus d'un quart d'heure juste pour sa création. Et on va retourner donc sur l'ancien portail d'Azure pour pouvoir gérer API Management. Il faut savoir que ce n'est pas encore migré, ça viendra, mais ce n'est pas encore le cas. On va se retrouver sur deux portails différents pour gérer donc, ces API. On va voir d'abord un premier portail, le portail donc, de publication, donc, qui est celui-ci. À travers ce portail, on va pouvoir récupérer quelques infos, notamment l'utilisation donc, des API. Par exemple, ici, il y en a 4. On va pouvoir ajouter des API, notamment via une documentation, donc Waddle ou Swagger, via l'URL. Donc Swagger, c'est un exemple, donc c'est une documentation qui est à peu près préfaite, qui est écrite en YAML. Donc je vous donne un exemple. Ici. Voilà, donc en fait ça décrit notre API. Et API Management, en lui donnant ce lien, va pouvoir créer notre API et récupérer chaque appel à travers donc d'opérations. Voilà. Sachant que si vous n'avez pas donc défini de documentation via Waddle ou Swagger, vous pouvez toujours, comme je l'ai fait là, donc sur une API à vous, créer vous-même chaque opération à la main. Donc par exemple, pour un poste, donc, en rajoutant des paramètres ou un corps et en spécifiant donc, chaque particularité donc, de ceci. Sur les opérations, donc, par exemple pour le get, donc ça se présente comme ça. Ensuite, on va aller sur le deuxième portail, donc celui qui est plus réservé cette fois-ci aux développeurs, donc pas aux managers. On va retrouver toutes nos API. Je vais prendre la mienne. Et ici, on aura donc un sample donc pour utiliser notre API via différents langages. Donc c'est du copier-coller, ça marche partout. On n'a pas à faire grand-chose de ce côté-là. Et on peut l'essayer. Voilà. Donc ça met un certain temps. Et justement, on va venir à la particularité du cache. Ouais, il a mis donc 2 secondes, 2000 ms. Ici. Voilà. Donc on peut changer justement ça via le cache. On peut l'activer via l'opération, donc par opération, pour rendre nos appels donc plus rapides. Et on passe à 32. Donc on a un vrai gain de temps. Donc il y a une autre particularité donc, dont on a parlé juste avant. Il s'agit donc des produits. On peut limiter donc, nos appels à l'API. Donc par exemple pour faire des tests, pour de la mise en prod ou pour justement ouvrir notre API au public. Voilà. Merci. Donc ces différentes offres permettent aussi par la suite de monétiser vos API si vous le souhaitez. Ça peut être aussi intéressant, un nouveau canal de revenus.
Ce qui est intéressant avec API Management, comme vous l'avez vu, c'est que si dans ici mes services ne sont pas sécurisés, je n'ai pas besoin de modifier tous mes services pour les sécuriser. C'est API Management qui va faire ça de manière centrale. Et c'est lui qui va s'assurer qu'il y aura un lien privilégié entre l'API Management et mes services internes. Et le deuxième point intéressant, c'est que pour rajouter du cache, si vous ne l'avez pas prévu au départ dans vos services, vous avez vu une case à cocher et API Management me rajoute du cache sur mon service. Donc sans modifier mes services qui n'étaient pas prévus pour la mobilité, je vais être capable de les convertir en REST JSON à la volée, de rajouter du cache et de les sécuriser, sans écrire une seule ligne de code, ce qui est plutôt intéressant. Oui, et d'ailleurs l'application Forms qu'on a vu tout à l'heure, celle de François, appelait les services d'API Management. Donc pour un développeur, c'est complètement transparent. Deuxième enjeu auquel vous devrez faire face, généralement la scalabilité. C'est vrai surtout dans le monde des applications B2C. Vous lancez une nouvelle offre de service, une nouvelle application, vous ne savez pas à l'avance le succès qu'aura votre application. Donc vous aurez besoin d'avoir de la scalabilité au niveau de vos services. Alors je reprends mon schéma classique de mon application mobile avec ma couche 3 tiers en back-end. Si mon nombre d'utilisateurs ne fait que progresser, très rapidement, je vais avoir mon service, mon serveur qui héberge mon service, qui sera surchargé. Et par effet de bord, va avoir des timeouts côté de la partie business logic. Parce que l'infrastructure n'a pas été prévue au départ pour absorber ces pics de charge. Comment on fait quand on est une architecture on-premise, comme disent les Anglais? Je vais rajouter sur ma couche service plusieurs serveurs, y mettre devant un load balancer. Je vais faire la même chose côté business. Et côté stockage, je vais partitionner pour absorber les pics de charge et faire en sorte que ma base ne soit pas le goulot d'étranglement. Donc très rapidement, on va avoir une architecture qui va devenir très complexe, très coûteuse et très longue à mettre en œuvre. Parce que pour monter une infra on-premise avec ici une dizaine de serveurs, le temps de les commander, les configurer, les paramétrer, s'assurer qu'ils sont tous les mêmes pages, les mêmes hotfix, les mêmes pages de sécurité. Voilà, c'est un vrai travail, c'est un vrai projet. Donc ça va être coûteux, complexe après à gérer, parce que je vais gérer 10 serveurs et plus 3 comme j'avais au départ. Et surtout, si par la suite j'ai plus de pics, j'ai une baisse d'activité, parce que mon application a moins de succès, parce que j'ai lancé des soldes, les soldes sont terminés, j'ai moins d'activité sur mon application mobile, je garde l'architecture telle que j'ai définie et qui reste surdimensionnée. Donc ça me coûte beaucoup d'argent pour, là ici, peu d'activité. Si on représente ça dans le temps, donc en fait, généralement quand on fait un projet, pour une chose qu'on va faire, c'est qu'on va investir, donc on va acheter du matériel, on va acheter des licences pour héberger l'infrastructure derrière la mobilité. Le marketing a toujours des objectifs très ambitieux. Le directeur de l'infra, lui, il va prendre une petite marge de sécurité. Et donc, en temps normal, j'aurai toujours une infra qui est surdimensionnée. En dehors d'être coûteuse, elle reste surdimensionnée. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai un pic prévisible, par exemple, je démarre les soldes, j'ai prévu à l'avance le succès des soldes, je peux absorber les pics prévisibles. Par contre, je ne pourrai pas absorber les pics imprévisibles. Et j'ai eu le cas récemment chez un client qui a commencé à faire de la pub télé et qui n'avait pas anticipé l'impact que ça a la pub télé sur son application mobile. Arrivé là, time out, votre application est plantée. Donc très négatif en termes d'image de marque et très négatif pour l'utilisation de vos clients. Alors, comment le cloud va nous permettre de résoudre ce paradigme? Avec le cloud, je vais être capable d'avoir de la scalabilité en fonction de mes besoins réels. Donc je vais pouvoir très facilement augmenter le nombre d'instances, le nombre de machines qui va absorber le besoin. Et surtout, et c'est le 4 qui est en orange, je vais être capable de redescendre l'infrastructure. Et comme je suis dans un modèle pay as you go, vous payez ce que vous consommez, je ne paierai à l'instant T que les ressources que je vais consommer. Et pas toute l'infrastructure dont j'ai besoin pour absorber les pics de charge. Alors, la scalabilité, c'est quoi? Quelle politique je peux mettre en place dans le cloud Azure? Il y a 3 façons de faire la scalabilité dans Azure. Premièrement, je fais de manière manuelle. C'est-à-dire qu'à partir du portail, je vais pouvoir rajouter manuellement un nombre d'instances. Et automatiquement,
Azure va me provisionner mes machines, va me déployer mon application dessus. Donc mon service sera disponible. Une autre façon de faire, c'est de faire de manière programmée, de manière schedulée. Je sais à l'avance les jours des soldes. Donc en début de solde, la veille des soldes, je vais augmenter le nombre d'instances. Et à la fin des soldes, je vais le réduire. Et le troisième point, surtout pour absorber les pics imprévisibles, je vais faire de la scalabilité automatique. Donc je vais me baser sur des compteurs de performance, type CPU, mémoire, request par seconde ou autre. Et en fonction de ces compteurs de performance, je vais pouvoir rajouter ou diminuer des instances automatiquement. Ça, c'est très difficile à faire on-premise. Ensuite, il y a deux types de scalabilité. Ce qu'on appelle la scalabilité up ou verticale, c'est-à-dire que pour un besoin précis, je vais augmenter la puissance du serveur. J'avais un serveur qui avait 2 cœurs virtuels, je vais passer à 4, puis à 8. C'est très peu utilisé dans le domaine de la mobilité, parce que souvent, on est sur la consommation d'API REST. On va plutôt utiliser le scaling out, donc le scaling horizontal, qui consistera à augmenter le nombre d'instances du même service. Sachez qu'avec Azure, les deux sont possibles, sans coupure de service. Très important. Alors, je vais vous montrer rapidement sur le portail comment ça se présente, cette scalabilité. Donc, je vais sur le portail Azure, portal.azure.com. Hop, je duplique. Est-ce que je suis bien connecté au Wi-Fi? Non. Hop. Je me connecte. Voilà, je me connecte sur le portail Azure. Donc là, je vais sur le nouveau portail Azure. Bon. Bon, peut-être prendre Chrome, ça va peut-être mieux. Ouais, oui, vous prenez Chrome, ça va mieux. Portal.azure.com. Qui a coupé le Wi-Fi? Bon, je vous montrerai après quand Anthony refera une autre démonstration. Donc, grâce au Cloud Azure, on va pouvoir répondre à 4 types de patterns de scalabilité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le on-off. Ça, c'est très utile quand vous êtes sur des environnements de anté-production. Tout ce qui est dev, recette, vous êtes capable, notamment la recette, de l'arrêter en fin de recette. Donc, vous ne payez que le temps d'utilisation de votre recette. Le growing fast, c'est dans le cas où vous lancez une application et qu'elle a un grand succès, et ben vous allez pouvoir très facilement monter l'infrastructure pour vous accompagner en quelques minutes, sans avoir à investir. Et ensuite, les deux types de pics, les pics prévisibles et non prévisibles. Donc le cloud nous permet de répondre à ces 4 patterns de scalabilité. L'enjeu suivant, ça va être la partie disponibilité. Comment m'assurer que mes services qui sont appelés par mon application mobile soient hautement disponibles? Alors déjà, par défaut, l'offre Azure vous propose une certaine disponibilité. Par contrat,
vous avez généralement 99,95% de disponibilité des services, alors notamment tout ce qui est machine virtuelle, etc. Le chiffre varie selon le composant que vous prenez, mais globalement, Azure vous assure un niveau de disponibilité de la plateforme. Azure a été conçu, et Design for Failure a été conçu pour gérer les pannes automatiquement. Donc si dans Azure, vous avez une machine physique tombant en panne qui héberge votre service, Azure va le détecter automatiquement, va remonter une machine et redéployer votre application. Ensuite, on a la partie réplication. Donc par exemple, quand vous allez stocker la donnée dans Azure, une image, un fichier, ce fichier sera répliqué plusieurs fois dans Azure, afin d'apporter de la disponibilité même sur le stockage. Et dernier point de l'offre Azure, l'automatisation. Dans Azure, vous pouvez tout automatiser. Donc vous pouvez même mettre en place des mécanismes prédictifs ou des mécanismes de détection d'incidents et lancer des scripts d'exploitation pour remonter une infrastructure à la demande. En plus de l'offre Azure, qui est certes intéressante mais pas toujours suffisante par rapport à votre besoin, on va retrouver la règle des 9. Alors je ne sais pas dans la salle qui connaît la règle des 9. C'est quand même plutôt infra que dev. Ah, c'est bon, je ne suis pas seul. Merci. La règle 9, elle est simple. C'est que plus vous voulez de 9 après la virgule pour votre disponibilité, plus ça va vous coûter cher. Plus vous avez de 9, plus votre plateforme sera disponible. Donc après, à vous, en fonction de la criticité de l'application, de définir quel niveau vous souhaitez, en fonction de sa criticité, de votre budget. Alors on a différentes solutions à chaque étage. On peut démarrer par mettre simplement du cluster de base de données. Ça va augmenter la disponibilité de mon stockage. On peut mettre en place du backup pour pouvoir rapidement restaurer une version qui est une version de la veille ou une version de la journée. Et après, on va arriver sur des plans de disaster recovery, donc de plans de continuité. C'est comme ça qu'on dit en français, plan de continuité, avec deux types, à froid et à chaud. À froid, c'est-à-dire qu'en cas d'incident, je vais être capable de remonter une infrastructure rapidement pour remettre l'application en service. Ou alors à chaud, je suis capable de basculer d'une infrastructure vers une autre sans coupure de service, ou très peu. Alors pour y répondre, Azure propose différents services. Alors pour le disaster recovery à froid, on va trouver Azure Site Recovery. Alors comment ça fonctionne Azure Site Recovery? En fait, cet outil est capable de faire de la réplication en temps réel de vos machines virtuelles dans Azure. Dans Azure ou on-premise aussi, ça marche. En temps réel, il va répliquer vos machines dans Azure. Il va vous les stocker. Azure Site Recovery va aussi être capable de détecter un incident sur vos services. Et si le service tombe en panne, Site Recovery va remonter une infra à partir de la réplication. Donc le temps de coupure, c'est le temps de remonter les machines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la partie orchestration qui est fournie avec Site Recovery. Il va être capable d'orchestrer la remontée de mon infrastructure. Par exemple, je vais lui demander de remonter ma base de données avant de remonter mon service REST. Donc il va être capable donc, de détecter l'incident, remonter une infra de manière complètement automatisée et d'orchestrer cette remontée d'infrastructure. Ça marche d'on-premise à on-premise. Vous pouvez très bien avoir deux data centers et demander à Site Recovery de faire cette orchestration et cette réplication. Ça marche d'on-premise vers le cloud ou de cloud à cloud. On pourrait même imaginer un scénario d'Amazon vers Azure. J'ai jamais essayé, mais j'aimerais bien essayer une fois. Si on veut quelque chose beaucoup plus à chaud, on a une autre brique qui s'appelle Traffic Manager dans Azure. Alors c'est quoi Traffic Manager? C'est une sorte de load balancer entre deux data centers. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon application, mes services REST, je vais le déployer sur deux data centers Microsoft. Ça tombe bien, il y en a deux en Europe. Un West Europe, un North Europe. Donc les deux seront déployés, les deux seront actifs. Et Traffic Manager va rediriger tous mes appels REST vers mon nœud primaire. En l'occurrence ici, le West US. Dès que Traffic Manager détecte une panne, parce que les serveurs sont tombés, parce qu'il y a une panne dans Azure, ça peut arriver, ou parce que j'ai déployé une nouvelle version et qui a été mal développée ou mal déployée, automatiquement, il va rediriger toutes mes requêtes vers l'autre data center. Là, c'est vraiment à chaud.
Ça va prendre, on aura un RTO de quelques secondes. Évidemment, ça coûte plus cher, puisque vous avez déployé votre infra 2 fois. Donc vous la payez 2 fois. Mais c'est intéressant comme scénario à regarder si vous avez une application très très critique. L'enjeu suivant, c'est la performance. Performance de votre application mobile. Alors certes, c'est avant tout une question d'architecture technique et logicielle. François et John vont expliquer quelques notions sur list view, comment les faire de manière plus réactive. Donc votre développement doit tenir compte, est important pour la performance, mais toute l'architecture technique qui est derrière doit aussi être performante. Donc on a différents patterns pour ça. On a le pattern CQRS, on a le caching, comme vous a montré Anthony, on a des stratégies de fire and forget. Voilà, il y a plein de patterns à mettre en œuvre pour améliorer la performance de vos services REST. Ici, j'ai illustré un des exemples, un des patterns qu'on utilise assez fréquemment dans le monde du e-commerce. Comment ça fonctionne? Ça ressemble à CQRS, mais ce n'est pas du vrai CQRS. C'est un peu le Canada Dry du CQRS. C'est-à-dire que quand vous avez une application mobile ou un site web qui affiche un catalogue de produits, 80% du temps, vous allez faire de la lecture de votre catalogue de produits. Quand vous passez une commande, vous allez faire de l'écriture. Ça représenterait, dans une moyenne à peu près raisonnable, 20% d'écriture. Donc je n'ai pas les mêmes besoins de scalabilité, de performance entre ma lecture et mon écriture. De plus, on peut aussi imaginer que la partie écriture, je ne vais pas la mettre dans le cloud. Je ne veux pas qu'elle soit accessible via le cloud. Je vais regarder chez moi on-premise. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une base de données maître qui va être dans notre réseau, de manière tout à fait classique, et je vais avoir un répliqué à ma base de données dans le cloud, avec des puissances de traitement différents. Et donc, l'application mobile va appeler la base qui est dans le cloud pour faire la lecture, et quand j'ai besoin de faire de l'écriture, j'appellerai l'autre base qui est interne. Et derrière, j'ai une synchro qui est en place. Dès que je fais une mise à jour d'une commande, je la réplique, si j'ai besoin, dans la base esclave. Donc ça permet aussi d'améliorer la performance. Il n'y a pas une seule réponse pour la performance. Il y a un vrai dossier d'architecture à monter, à la fois technique et logiciel. Donc certes, le dev est important, mais il n'y a pas que le dev dans la vie. Message à mes camarades. Pour améliorer la performance, vous pouvez aussi, dans le cadre de la mobilité, faire face à l'internationalisation de votre application. Le fait de mettre dans un store fait que votre application peut être utilisée de manière internationale par des Américains, des Chinois, des Australiens. Comment je fais pour que l'utilisateur qui est aux États-Unis a la même expérience qu'un Européen? Pour cela, Microsoft fournit encore une fois Traffic Manager, mais paramétré un peu différemment, en mode qu'on appelle performance. C'est-à-dire qu'il va être capable, en fonction de là où se trouve l'utilisateur, là où se trouve le device, d'appeler le data center le plus proche. Et ça de manière complètement automatique. Alors évidemment, ça a un coût, parce que là, mon application, j'ai déployé 3 fois, donc je vais payer 3 fois l'infra. Mais si vous avez une application critique, ça vaut le coup d'étudier ce cas de figure. Et ce qui est intéressant avec Traffic Manager, c'est que s'il détecte une panne sur un data center, il ne redirige plus vers celui-là, de manière automatique. Donc j'ai à la fois de la disponibilité et de la performance. Avec Azure, ce qui est intéressant, c'est qu'Azure est présent dans le monde entier. Donc ce slide, je l'ai récupéré il y a une semaine de Microsoft, il n'est déjà plus à jour. On n'est plus à 28 régions, on est passé à 30, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez là, en bleu, ce sont tous les data centers Azure disponibles. Ça couvre tout le monde excepté l'Afrique. L'Angleterre est passée en production. Le Canada également. L'Allemagne bientôt. Et là, ils ont annoncé la Corée. Corée du Sud, j'imagine. Je ne vais pas mettre les données au Corée du Nord. Et vous voyez, Azure est même présent en Chine. Alors, il y a une petite astérix, parce que ce n'est pas piloté par Microsoft, c'est piloté par un tiers. De même que pour l'Allemagne. L'Allemagne sera pilotée par Deutsche Telekom. Pourquoi? Pour ne pas... alors la Chine, c'est des histoires géopolitiques, je ne rentre pas dans le détail. L'Allemagne, c'est intéressant parce que ça ne sera pas soumis au Patriot Act. Donc tout ce qui sera hébergé en Allemagne n'est pas soumis aux lois américaines, puisque c'est piloté par une entreprise européenne et pas américaine.
Donc ça peut ouvrir des nouveaux scénarios chez vos clients ou pour vous-même. Alors, à titre d'information, hein, c'est marqué dans les chiffres en bas à gauche, hein, c'est 2,5 fois la capacité d'Amazon, 7 fois celle de Google. Donc Azure en puissance de calcul est supérieur à Amazon et Google réunis. Ça vous indique un peu l'investissement de Microsoft sur Azure. Pour activer Traffic Manager, c'est très simple, 3 lignes de code. Première ligne, j'instancie un profil Traffic Manager. Ici, je prends le mode performance. Je mets différents paramètres. Je veux que ce soit sur la HTTP, port 80, etc. Deuxième ligne, j'indique où est mon premier nœud, mon nœud primaire. Troisième ligne, mon nœud secondaire. Essayez de faire ça on-premise. Essayez de construire une solution sur 2 data centers avec le mode performance. C'est possible, évidemment. C'est un vrai projet. Ça va coûter cher. Ça va prendre des mois à être mis en place. Là, je lance 3 lignes et je suis prêt. Ça va prendre un quart d'heure. Mais sur préalable, j'ai déployé mon application sur les 2 data centers. Mais le déploiement prend quelques minutes. Autre point important quand on parle de performance sur la mobilité, c'est le mode dégradé, le mode offline. Très souvent, je ne t'entends plus, je suis dans le tunnel. Ben, votre application mobile est pareil, dans le tunnel. Donc elle n'a plus accès au service. Donc pour cela, une des stratégies qu'on met en place, quand j'ai une coupure d'accès à mon service, je vais utiliser le stockage local. Donc je continue à fournir de l'expérience à mon utilisateur. Plutôt que d'appeler le service en direct, je détecte qu'il n'est plus là, je stocke au local. Et dès que le service revient, dès que je sors le tunnel, il va resynchroniser la donnée. Alors c'est très difficile à développer et mettre en place. Pour ce faire, Microsoft fournit une brique qui s'appelle Mobile App, qui fait partie de la suite App Service d'Azure, qui va fournir des SDK, dont un pour Xamarin, qui vous permet en fait de mettre en place cette pratique de synchronisation, de gestion du mode offline en quelques lignes. C'est ce que va nous montrer Anthony. Très bien, merci. Alors, du coup, moi, je vais vous épargner la construction d'une mobile app. Donc, je l'ai déjà construit. Il y a un insight dessus, hein, donc c'est un truc assez basique. Donc, mobile app, ça vous permet, par exemple, de synchroniser des données, de faire du push. On va plutôt s'intéresser donc à la première option. Donc, vous avez des infos donc sur la première partie. On vous propose d'ailleurs, via un petit tutoriel pas à pas, donc je ne vais pas vous cacher que je l'ai utilisé pour la démo. Donc ce tutoriel pas à pas, vous pouvez le récupérer dans Quick Start. Vous pouvez choisir à peu près n'importe quelle application, et du coup vous pourrez synchroniser vos données entre elles. Donc vos données, elles se synchronisent via la création d'une base de données que vous pouvez retrouver à peu près ici, donc voilà, sur Easy Tables. Voilà. Donc petite histoire, il faut savoir que si vous avez plusieurs ressources sur votre compte, il ne va pas créer la table automatiquement et vous pourrez ne pas être synchronisé. Donc je vais passer directement à l'application. Donc l'application, elle a besoin d'un petit package donc, qui s'appelle Microsoft Azure Mobile Client SQLite Store. Voilà, c'est ça. Et ceci donc sur chaque application, donc que ce soit Android ou iOS. Vous aurez besoin donc sur le sample d'aller donc sur To-Do Item Manager. Vous aurez quelques petits trucs à décommenter donc pour rendre votre application utilisable en synchronisation. Donc vous allez déclarer une table et un objet. Donc l'objet sera créé automatiquement en tant que table dans Azure. Il y a quelques méthodes qui vous permettront donc de faire la synchronisation, donc la sauvegarde, la récupération d'items et la synchronisation de tout le global. Et sur la liste, la récupération donc de tous ces objets. Je vais maintenant m'intéresser à l'application. Si je peux avoir l'application sur l'autre écran aussi. Merci. Donc cette application,
donc elle est toute simple, donc c'est juste pour vous montrer la synchronisation des données. Si vous êtes connecté à Internet, donc si vous n'avez pas Internet, forcément ça ne marchera pas. Vous pouvez mettre donc par exemple un élément donc, que je vais appeler Michel. Voilà. Et donc la donnée va être récupérée sur l'application iOS, donc de l'autre côté. C'est assez rapide, pas toujours. Je vais vérifier vite fait sur ma table s'il l'a bien récupéré. Voilà. Et voilà. Donc vous la récupérez bien de l'autre côté, c'est synchronisé. Donc c'est assez rapide, mais il y a quand même une petite latence à avoir pour la synchronisation donc, entre ces deux données. Vous pouvez rajouter un peu plus, enfin, à peu près tous les styles de stockage que vous voulez. Donc il vous propose SQLite par défaut. Vous pouvez mettre donc des bases de données un peu plus puissantes. Et bien sûr, vous pourrez donc allouer votre offre en fonction de vos besoins. Donc via le scale, si je le retrouve. Voilà. Donc pour changer d'offre en fonction de vos besoins, si vous avez besoin de plus d'instances, de plus de puissance, vous pourrez se trouver des prix, bon bien sûr un peu plus chers, mais toujours assez fonctionnels. Et le tout de façon assez simple à gérer. Et bien sûr, donc si je coupe le Wi-Fi, il va garder donc sa base locale. L'application va donc parfaitement fonctionner, donc sans planter. La seule chose, donc, c'est que la synchronisation ne se fera que au retour d'Internet. Voilà, je peux tenter. Dieu de la démo. Donc vous voyez, pour l'utilisateur, c'est transparent. Qu'il soit connecté ou pas connecté, il peut continuer à rechercher l'information sur l'application. Donc là, normalement, une fois qu'il a retrouvé le réseau, il va lancer ses scripts de synchronisation et mettre à jour la donnée accessible sur tous les devices. Et ça a marché. On est passé d'un écran à un autre. Waouh. Voilà. Donc vous voyez, même si c'est coupé, même si c'est sous le tunnel, vous pouvez continuer à utiliser votre application. Dès que ça revient, ça synchronise automatiquement. Et vous avez vu quelques lignes de code. C'est grâce au framework fourni par Mobile App. Donc on l'a évidemment pour du l'iOS pur, l'Android, du Xamarin natif, du Xamarin Forms et même du Windows Phone. Incroyable. Donc voilà, pour conclure, donc on n'a pas vu tous les aspects qu'on peut faire avec Azure et la mobilité. Il y a d'autres briques, comme du push notification, comme de l'accès à mon Active Directory. Voilà, il y a plein de scénarios possibles, plein de cas d'usage. Mais en tout cas, grâce au cloud, vous allez pouvoir répondre à ces enjeux, disponibilité, scalabilité, performance, sécurité, qui ne sont pas à négliger lorsque vous déployez une application mobile. Est-ce que vous avez des questions? J'ai peut-être une réponse. Oui? Il n'y a plus personne pour passer le micro? John, t'es où? Il est parti. Non, j'ai le mien. Celui-là. C'est où la question? Merci. Oui, en utilisant le mode déconnecté, comment est-ce qu'on peut gérer les conflits si deux personnes mettent à jour la même fiche? C'est optimiste. C'est un mode optimiste. Voilà. Il va écraser ce qui aura été mis à jour de l'autre côté. C'est l'info la plus récente qui Ouais. gagne? Oui. C'est vraiment le mode optimiste qui a été mis en place dans le framework. Ok. Autre question?
hormis les tutoriels, est-ce qu'il y a des espèces de templates ou de guides d'architecture sur Azure? Parce que pour ne pas citer un concurrent, ça existe ailleurs. Des templates d'architecture sur la mobilité? Ou voilà, on veut déployer une app, c'est assez standard. Oui. Est-ce qu'il y a des scripts ou des choses comme ça déjà mises en place sur Azure? Parce que je sais que sur AWS, il y a des choses qui s'en rapprochent. Oui, alors il y a un site architecture sur MSDN qui s'appelle Blueprint, où vous avez des exemples d'architecture cloud. De mémoire, il doit y en avoir un sur mobilité, mais je ne suis pas certain. Mais après, dans MSDN, vous avez plein d'exemples, plein de tutos sur la partie mobilité, notamment autour de Mobile App, Xamarin. Et même sur la doc de Xamarin, vous avez aussi beaucoup de docs sur Mobile App et Azure, même avant le rachat. D'autres questions? Il le sentait venir. Je vous remercie.